Ah là 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 là. Vous étiez tous là pour Christopher Lloyd il y a quelques minutes? C'est vrai? Ça vous a plu ou pas? C'était génial. Vraiment, je pense que vous avez une chance folle, complètement folle de voir Christopher Lloyd en live, en direct, d'avoir la possibilité, bien entendu, de lui poser des questions, même si tout le monde n'a pas posé des questions, genre peut-être madame là-bas, qui a l'air mécontente, hein, mais je vois, mais ça fait rien, ça fait rien. Tout à l'heure, on y va, vous lui poserez votre question, d'accord? Non, c'est pour toi? Ok, ça va. Bon, maintenant, on va avoir la chance encore et l'honneur d'avoir nos comédiens de doublage avec nous. Donc, vous allez pouvoir, encore une fois, poser vos questions à nos comédiens qui seront un plaisir, réellement, de répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'on est prêt à les accueillir comme il se doit? Alors, attention, Paris, avant toute chose, s'il vous plaît, faites-moi un petit peu de bruit, let's go! Voilà, et bien écoutez, on commence par notre première invitée, notre première comédienne. Veuillez applaudir, s'il vous plaît, Stéphane Escoffier. Stéphane, venez, allez. Installez-vous. Merci pour vos applaudissements. Ensuite, accueillez-la comme il se doit, Nathalie Hobbs. Nathalie, t'es pas venue avec tes ustensiles de cuisine, là? Je voulais manger, moi. Nathalie Hobbs, et juste derrière, s'il vous plaît, Emilou Hobbs. Emilou, tu peux prendre place juste à côté de ta mère. Et maintenant, eh bien, on enchaîne avec les garçons, les mecs, les gars. Let's go, c'est parti. Jean-Pierre Michael, s'il vous plaît. Les beaux mecs. Ah ben Nathalie, oui, quelque chose à redire s'il vous plaît Nathalie? Non, tu disais les mecs, je disais les beaux mecs. Parce que quand je regardais les photos... C'est vrai, là, c'est pas mal, là, quand même, là, on est proche du tout plus, vraiment. Alors, attention, Mana, Alain est là, s'il vous plaît. Oh là là, c'est arrivé, Alain, il a sauté les marches, quoi. Suivi de près de David Manet. Il est là, il fait la remontada, s'il vous plaît, Grégory Lenné. Et enfin, notre dernier comédien qui va monter aussi, s'il vous plaît, Sébastien Mollin. Bon, merci à vous tous d'être présents sur cette scène pour cette conférence sur le monde du doublage, sur le métier de comédien. Vraiment, j'aime pas dire comédien de doublage, je dirais comédien, tout court, vraiment. On va en savoir un peu plus sur vous, on va en savoir un peu plus sur les techniques, sur les anecdotes, tout ce qui font votre carrière et autres. Et je trouve ça super intéressant. Bien entendu, je ne serai pas seul. Il y a aussi le public qui va participer. Si vous avez des questions pour nos comédiens, qu'est-ce qui se passe, madame? Je vous sens, vous êtes comme ça, je vous sens ému. Ça va aller? On peut appeler la sécurité si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bon, donc n'hésitez surtout pas à leur poser vos questions, il n'y a aucun problème. Ils sont tous super agréables, ils seront un plaisir d'y répondre. Ok? Est-ce qu'on est prêt, Paris? Allez, let's go! On va commencer justement peut-être par une question du public avant de rentrer dans le vif du sujet et d'en savoir un peu plus sur tous nos comédiens. Est-ce qu'il y a une question dans le public déjà? Je vois monsieur là-bas? Ok, très bien. Alors avant que tu poses ta question, moi j'aurais une question un petit peu, ça va être rapide hein, pour tout le monde. Il y en a certains que je connais déjà, d'autres que je ne connais pas vraiment. Alors je vais quand même la poser cette question pour ceux que je ne connais pas, c'est comment vous en êtes arrivé justement au métier de comédien? Qu'est-ce qui vous a entraîné sur ce parcours déjà de la comédie et ensuite après justement du monde du doublage? Voilà. Ça m'intéresse. Je vois que tu as un micro, si tu veux commencer à parler, comme tu veux, et je vais passer moi mon micro à Stéphane. Je dois commencer? Mais en fait, comment je suis devenue comédienne ou comédienne de doublage? Enfin... Ah, comédienne, ça a commencé très tôt, puisque mon papa était acteur et metteur en scène, et donc j'ai joué dans un spectacle, j'avais 9 ans, à Genève, et j'ai adoré ça. Et puis plus tard, j'ai fait une école de théâtre, je vais essayer de faire court, et je suis venue en Belgique, parce que je viens de Suisse. Je suis venue en Belgique pour tourner dans un film, puis
les choses se sont enchaînées au théâtre. Le doublage est venu assez tard, vers mes 40 ans, je vous dirai pas depuis combien d'années, mais voilà. Et voilà. C'est difficile de résumer. Ok. Non, mais comme tu disais, ceux que tu connaissais pas, je savais pas trop, c'est bon, enfin voilà. Et ben moi j'ai commencé le doublage assez tard dans ma carrière, un peu comme Stéphane, puisque j'étais comédienne, voilà, j'ai tourné, j'ai fait des films, de la télé, j'ai fait des enfants, ça prend du temps quand même, surtout j'en ai fait 5, j'ai pas fait semblant, et ce qui fait que je me suis consacrée à la maternité, ce qui a été un bonheur, à la cuisine en plus, du coup, bah voilà, forcément, et puis j'ai cherché du boulot et puis je suis devenue directrice artistique en ayant travaillé dans des stages de théâtre, en dirigeant des comédiens. J'ai adoré ça, la direction artistique. Et j'ai commencé la direction artistique chez Ubisoft, voilà. Et j'ai fait plein de jeux vidéo, les gros Star Wars, toutes les licences Lucas, comme on disait à l'époque. Et ce qui m'a permis de rencontrer toutes ces stars de la voix. Et ça a été un vrai bonheur. Et puis petit à petit, moi qui suis assez mono-truc, je suis directrice artistique, j'ai oublié mon métier de comédienne, bah, ça me titillait quand même, et le micro. Et puis de temps en temps, je m'amusais avec les chefs de projet. J'ai dit, bon, allez, ils me disaient, bah Nat, fais ce petit perso, ça va être cool et tout. Et puis petit à petit, c'est vrai que j'ai fait plus long que Stéphane, pardon. Et petit à petit, bah, je suis venue au doublage vraiment par hasard, en faisant des voix de petits garçons au départ. Un truc de dingue. Et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé mon art, j'ai aussi écouté les autres, pris des bons conseils, voilà, je me suis inspirée de ceux que j'admire. Et puis voilà. Milou, tu veux... Non, ne m'applaudissez pas, c'est pas la peine. Regina est très contente. Alors moi personnellement je viens pareil d'une famille de comédiens. Donc, mon père était comédien, j'ai essayé de suivre sa voie et voilà, je suis entré ensuite à la Comédie Française, donc je fais surtout du théâtre. Et ensuite on est venu me demander pour faire des essais pour du doublage, et ça s'est bien passé, j'ai enchaîné après, et voilà, aujourd'hui je me diversifie entre toutes les possibilités qu'offre ce métier. Moi j'ai commencé le théâtre, c'est difficile à expliquer en fait, mais pour réussir ma scolarité, parce que j'étais incapable de faire autre chose en fait. Voilà, donc vous savez le système scolaire en Belgique c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, les secondaires. Moi j'étais à 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Et j'avais redoublé 3 fois. Et là il a fallu trouver une solution. Et donc du coup j'ai fait du théâtre comme ça, puis je suis entré dans une... Alors pour le coup après j'ai fait sérieusement, je suis entré dans une école de théâtre, une vraie, une belle, une grande, où je me suis fait chier pendant 3 ans. Et puis ensuite, bah voilà, j'ai commencé à en faire beaucoup. C'est assez drôle parce que finalement on se ressemble tous. C'est-à-dire qu'on a tous fait du théâtre avant de faire du doublage. Parce que c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous permet d'être des acteurs avant d'être simplement des copieurs, on va dire. Voilà. Je passe le micro à David. Ça fonctionne. Alors quant à moi, je devais avoir 12 ans et en commençant le lycée, il fallait choisir un cours optionnel, un cours supplémentaire. Alors c'était ou sport ou théâtre. Et ben j'ai choisi théâtre contre le sport et depuis j'ai jamais vraiment arrêté de jouer et j'ai commencé le doublage à la sortie du conservatoire en répondant à une petite annonce, un stage qui était organisé et j'ai eu la chance d'être engagé suite à ce stage sur une série, un soap, où j'ai eu un petit personnage mais j'y ai travaillé pendant 1 an et demi et après ben, j'étais vraiment formé, je n'ai jamais arrêté. Voilà. Oui, moi je vais essayer d'être assez rapide aussi. J'ai commencé le théâtre, encore une fois, on commence toujours par le théâtre. J'étais en Amérique latine avant, moi je suis de nationalité française, mais j'ai passé mes 20 premières années
entre l'Afrique, l'Amérique latine. Donc je jouais là-bas en français et en espagnol, on faisait plusieurs tournées et on m'a dit, là où on est, c'est-à-dire que si tu veux, là où tu es maintenant, tu n'as pas du tout tu ne peux pas travailler en français ni en espagnol, tu es français de nationalité, donc tu vas aller en France. Ok. Donc à 20 ans, je suis arrivé en France. Malgré l'expérience que j'avais, j'ai quand même tenu à me former dans une école, donc je suis dans une école. Après, j'ai enchaîné avec 4 années en tant que comédien auxiliaire à la Comédie Française. J'ai fait vraiment pas mal de théâtre et le doublage est arrivé dans ma vie il y a finalement pas tant de temps que ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans. Et pour moi, ça a été vraiment une redécouverte, parce que je commençais un peu à m'éteindre dans le jeu. Et le doublage m'a fait vraiment du bien. Et maintenant que je suis la flamme reflambe, et ben je vais maintenant revenir encore un peu vers le théâtre. Donc voilà un peu le parcours. Bonjour, moi c'est Lilou. C'est marqué, mais voilà. Donc moi j'ai commencé le doublage quand j'étais toute petite. Parce que ma maman est comédienne et puis j'ai toujours fait du théâtre aussi de mon côté. J'étais dans la troupe de théâtre de mon collège, de mon lycée. Je chantais aussi beaucoup depuis toute petite. Je suis d'une famille d'artistes, donc mon père m'avait appris la guitare à 12 ans. Je chantais énormément. Ma mère, voilà. Et puis un jour, ma mère m'a emmenée en studio avec mes frères parce qu'elle ne pouvait pas nous faire garder. Et puis il y a une directrice artistique qui s'appelle Danielle Bachelet qui m'a entendue, et j'avais 5 ans à l'époque, et qui m'a dit bah tiens, tu as une voix un peu rigolote, tu veux pas essayer de me dire une petite phrase comme ça? Et puis avec l'accord de mes parents, elle m'a fait travailler un petit peu. Il y a aussi Marie-Laure Béneston qui m'a fait travailler, Marie-Christine Chevalier. J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec ma maman sur certains projets. On a été ensemble en tant que comédienne, et puis quelques séries où elle m'a dirigée. Et puis c'était... Comme tout le monde, j'ai réfléchi à un moment donné, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça de ma vie? Est-ce que je suis faite pour ça? Et puis je pense que c'était vraiment mon chemin, et je m'épanouis énormément dans le doublage. C'est très divertissant de faire autant de rôles, d'être avec des comédiens aussi talentueux aussi. C'est très inspirant aussi, on apprend tous les jours et c'est vraiment merveilleux. Voilà. Bon, je vais essayer de résumer très vite, puisqu'en fait j'ai un peu le même parcours que tout le monde. J'ai envie de dire, j'ai pris la décision très vite de ne pas faire d'études parce que c'était pas pour moi, donc j'ai annoncé à mes parents, à leur très grand désespoir, que j'allais faire une école de théâtre. J'ai fait une école de théâtre pendant 3 ans. J'ai ensuite fait des tournées, et un jour j'ai un copain qui m'a dit bah tiens, je vais assister en studio de doublage demain, est-ce que tu veux venir? J'avais rien de prévu, j'y suis allé, j'y suis resté. On va commencer, on va prendre une question. Tu avais une question justement pour nos comédiens. Viens, regarde, il y a le micro qui est juste là. Regarde, viens à moi. Viens à moi. N'aie pas peur. Ah ben, effectivement, la boulette. Bon, on aurait pu t'apporter le micro finalement, mais ça va aller. Mais non. Oui, mais pour nos comédiens t'entendent. Vas-y, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Julien. Julien, ta question alors. Tout le monde m'a vu hier. Déjà, avant de poser ma question, merci à tous pour votre boulot incroyable. Un peu plus, voilà, si tu peux juste, voilà. Merci à tous pour votre boulot incroyable, pour commencer. Et donc, ma question est pour Stéphane. J'ai promis que j'allais poser cette question aux gens qui répondent à une certaine rumeur sur Internet. Comme quoi... Pour les gens qui répondent une certaine rumeur sur Internet. Alors, il y a une rumeur qui tourne sur Internet, comme quoi Stéphane serait à la recherche de quelqu'un pour la remplacer en tant que Luffy. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont des âneries? Alors, il va falloir que j'éclaircisse ce truc. Je sais pas pourquoi on dit, enfin si je sais pourquoi on dit ça, mais c'est de ma faute et pas de ma faute. J'ai dit ça chez McFly et Carlito, c'est-à-dire que j'ai décidé de leur faire passer un casting pendant leur émission sur le doublage parce que je trouvais amusant de prendre les choses de cette façon-là, et j'ai bêtement dit, voilà, j'avance en âge, ce qui reste une chose vraie. Tout le monde. Il n'est pas... Donc il est peut-être possible qu'un jour je ne sois plus capable de faire ce petit personnage bourré d'énergie.
Et donc, je vais vous faire passer un casting. En fait, le prétexte, c'était ça. C'était de tester les gens qui étaient là, McFly, Carlito et d'autres, qui essayent la voix. D'accord. Mais du coup, c'est affreux parce que je reçois plein de messages de gens qui disent moi. Désolé, mais il faudra me passer sur le corps. Vous ne pouvez pas faire mieux en réponse, je pense. Ça répond à ta question? Tu avais peut-être une autre question? Et tu es peut-être tétanisé par la peur? Ouais, voilà. Je peux comprendre. Non, pas du tout. Tu voulais te proposer comme candidat? Alors, j'aimerais bien faire du doublage, mais j'ai pas l'énergie. J'ai pas la santé pour. Non, mais j'ai croisé. Je suis tombé sur TikTok sur une jeune demoiselle qui a un timbre de voix qui est quasiment proche du vôtre. Et je sais pas si vous avez eu la chance de. Sinon, je retrouverai et je vous enverrai sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. Oui, mais je ne pense pas qu'ils vont. Alors, c'est pas pour remplacer, c'est juste pour que vous voyez le talent de la Je personne. l'entends, mais moi je pourrais rien faire. Il y a Oui. pas mal de jeunes qui me demandent, qui m'envoient des messages en me demandant, en me laissant des extraits et tout. Mais moi je ne suis pas DA. DA, Ah oui, c'est oui. des personnes qui dirigent en studio. Ben, comme Nathalie et puis Greg qui m'écoutent pas. Greg, tu m'écoutes pas. Vilain. Donc les gens qui sont intéressés par le doublage, il faut qu'ils fassent une école de théâtre, une académie, un conservatoire, que sais-je. Il faut être comédien. Et puis, sinon, il faut pouvoir se diversifier. Le studio coûte cher. Il faut être très vite efficace en studio et professionnel. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, voilà, c'est un métier qui s'apprend. Il y a aussi toute une technique à maîtriser. Si elle est douée, c'est possible qu'elle soit douée. Mais il faut qu'elle essaye. Alors moi je parle surtout pour la voix. Après, pour vous Oui, mais emporter si la c'est voix. un clown vocal, ça sert à rien. Oui. Il faut qu'elle ait sa propre voix et qu'elle fasse son propre chemin. D'accord, oui. J'ai pas été hostile, hein. Non, Non. Je me sens pas agressé du tout. Non. Pas du tout, Stéphane. J'ai eu un peu peur, c'est tout. Mais je recule juste de 5 cm, il n'y a aucun souci. On appelle la sécurité? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta question, en tout cas. Merci à toi. Et merci, Stéphane, pour cette réponse. Mais pas du tout. Mais pas du tout, voyons. Je tremble un peu, c'est tout. Mais c'est pas grave. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, alors je vais laisser faire un peu le public. Moi j'ai juste une petite question pour Jean-Pierre Michael, parce que c'est la première fois que je le rencontre vraiment en conférence, en salon et autres. Jean-Pierre, quand on incarne des acteurs aussi connus que Brad Pitt, Michael Fassbender, j'en passe et des meilleurs, est-ce qu'il y a un lien qui se crée en tant que comédien vers justement ces acteurs qu'on ne connaît pas nécessairement? Est-ce qu'il y a un peu de soi que l'on met quand on interprète ces comédiens? Je crois que de toute façon, on met le plus possible de nous-mêmes en essayant de se cacher derrière le comédien, parce qu'il ne s'agit pas qu'on nous reconnaisse spécialement, mais on ne se travestit pas pour essayer de devenir quelqu'un d'autre. Donc oui, il y a de moi forcément dans chacun de ces comédiens aujourd'hui en français. Ok, tu as pu en rencontrer certains? Aucun? Non. Ok, très bien. Enfin, Brad vient dîner ce soir à la maison. Oui. Mais c'est le seul. C'est le seul? Ça va, franchement, je suis un peu déçu quand même. J'ai une liste d'attente de gens qui veulent. Alors, j'ai pas encore reçu l'adresse. Merci, Jean-Pierre. Ok, on va prendre une autre question du public. Monsieur avec les cornes. Viens à moi. Monsieur avec les cornes. Alors, c'est pas des cornes, c'est Pumba, non? Eh oui, ça va, excusez-moi, je suis jugé là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu t'appelles, mon copain? Je m'appelle Maxime, 30 ans et fan de doublage depuis une bonne dizaine d'années. Très bien, Maxime. Alors avant tout, merci à tous pour le travail formidable que vous faites. Et ma question était pour monsieur Alain Eloy. Concernant le rôle de Zorro, puisque avant vous, il y a eu 2 comédiens qui sont passés. Tony Beck quand le doublage était belge dans un premier temps, puis Patrick Noéry pendant plusieurs années, avant que le doublage ne soit de nouveau délocalisé en Belgique. Et je voulais savoir, quand vous avez appris le rôle, est-ce que vous avez eu le droit à des critiques particulières quand vous avez appris le rôle de Roronoa Zorro de One Piece? Non, tout le monde a adoré tout de suite. Ok. Alors évidemment, j'ai fait la connerie d'aller sur les forums. C'est une grosse connerie, évidemment. C'est comme lire les articles de presse, ce genre de conneries. Tu dois pas faire ça, tu dois éviter. Et effectivement, c'était très dur. Mais je comprenais que ce soit très dur.
Il y a déjà eu 2 euros, bordel de merde, et il y en a un 3e. Ça va, ça commence à bien faire. Donc je comprenais qu'effectivement, ça soit un peu compliqué. Et d'ailleurs, quand on me l'a proposé, c'est-à-dire quand j'étais le 30e à passer le casting, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un acteur, parce que Charles, le responsable de One Piece en France, disait chaque fois non, ça ne va pas, non, ça ne va pas, non, ça ne va pas. Puis finalement, ils ont trouvé le mec avec la voix assez sale. Parce que c'est les termes qui ont été employés. D'ailleurs, moi, la voix assez sale pour faire Zorro, quand on me l'a proposé, moi, je suis rentré chez moi comme un con à me dire, mais qu'est-ce que je... Non. Non. Et j'en ai parlé à mon fils. Mon fils qui aujourd'hui a 24 ans, et qui m'a dit, oh papa, un rôle comme ça se refuse pas. Et là, il m'a dit, c'est un rôle culte, papa. Tu peux pas dire non. Et j'y suis allé, vraiment en ayant peur, et j'avais raison d'avoir peur, parce qu'il y a eu des critiques, et je vous répète que je les comprenais parfaitement, et maintenant, je sais pas, vraisemblablement, d'après ce que j'entends, je suis devenu enfin plus ou moins légitime dans le rôle, et tant mieux. Mais, ouais, ça doit faire chier quand même, d'entendre chaque fois des voix qui changent et tout. Je comprends. Merci à toi, Angela, merci beaucoup pour cette question. Je vais prendre la dame de Serpentard là-bas, s'il te plaît. Bienvenue à la conférence de Tom Felton. Tu peux poser ta question, il n'y a aucun souci. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Carla. Eh bien Carla, ta question. C'était surtout pour Nathalie et Emilou pour vos rôles, par exemple dans Asmin Hotel ou La Reine des Neiges. Est-ce que pour faire du doublage, il faut forcément savoir chanter un minimum ou alors c'est juste environnement? Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de séries qui demandent la capacité de chanter, voilà, le don du chant. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir chanter et danser, bien sûr, et jouer. Mais après, il y a parfois des voice-like. Si on veut vraiment un comédien pour le rôle et qu'il ne chante pas, eh bien, il y a des voix qui chantent à la place du comédien. Mais c'est vrai que de plus en plus, on demande de savoir chanter sur des séries chantées. Après, il y a plein de trucs qui ne sont pas chantés, mais en l'occurrence, là, sur Asmin Hotel, c'était vraiment le vœu d'avoir des comédiens et des comédiennes qui sachent chanter et jouer. Et je crois qu'Emilou, toi, c'est pareil pour La Reine des Neiges. Oui, alors du coup, effectivement, c'est pas obligé de savoir chanter pour être comédien et pouvoir faire du doublage. Je pense que c'est le jeu qui va primer surtout. Et puis, effectivement, il y a des très belles séries, des très beaux films qui ont des chansons. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, les comédiens n'étaient pas les chanteurs dans les films Disney et dans d'autres films. Je pense que c'est un peu plus recherché maintenant parce que il y a ce souci de vouloir effectivement employer des gens qui savent faire les deux. Et il y a des très très bons comédiens qui sont aussi très bons chanteurs. Et il y a aussi des comédiens qui sont moins bons chanteurs et qui vont effectivement avoir des raccords chants. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des rôles de ne pas savoir chanter. D'accord, merci. Je vous en prie. Pour les comédiens de la jeune génération, Nathalie, je parle à Grégory. Non, je veux goûter la salade, s'il te plaît. Sébastien, Grégory, voilà, Emilou, je voulais savoir un petit peu, quand vous doublez des personnages aussi bien qui parlent en anglais qu'en coréen, en japonais et autres, est-ce qu'il y a des difficultés d'adaptation quand on redouble ces personnages, en sachant que ce n'est pas du tout les mêmes langues et qu'en termes de synchronie, je pense c'est difficile peut-être, un peu plus de difficultés là-dedans, non? Oui, en fait ça va dépendre de la langue, mais c'est aussi des énergies. Par exemple, moi en ce moment je suis sur une série coréenne, donc maintenant qui ont vraiment le vent en poupe depuis notamment Squid Game, etc. C'est d'autres codes de jeu, d'autres façons de s'exprimer, rien que dans le timbre ou l'énergie qu'ils vont donner.
Le physique aussi, ça reste assez statique alors que les émotions sont quand même hyper intenses. Il y a aussi des adaptateurs qui tirent les cheveux à chaque fois parce qu'ils ouvrent très peu la bouche, il y a très peu de labial comme on dit. Et donc des fois, le personnage va rester comme ça et en fait, il va dire vraiment plein de phrases. Et nous, ça fait un peu bizarre et c'est très compliqué, donc on prend beaucoup plus de temps à essayer de recaler. Et donc bon, c'est un petit peu compliqué, donc il faut s'adapter. Et en effet, voilà, moi je ne sais pas vous, mais je ne parle pas du tout coréen. Donc espagnol, tout ça, oui, mais alors coréen, pas du tout. Donc c'est-à-dire que vraiment, quand des fois il y a des tournures de phrases qui semblent un peu trop littéraires et pas assez parlées, on peut même pas s'appuyer vraiment sur ce qu'il dit parce qu'on ne comprend pas un mot. Ouais, moi je trouve que c'est assez difficile, notamment dans ces cultures-là qui sont vraiment très très éloignées, plus que anglo-saxonnes qu'on connaît beaucoup plus, sur lesquelles on s'appuie énormément. Et puis espagnol aussi qui commence à vraiment beaucoup venir. Pareil, là c'est quand même beaucoup plus proche de nous. Tout ce qui est latin finalement. Voilà, c'est ça. Je trouve que japonais, coréen, tout ça, ça demande une adaptation un peu plus. Voilà. Justement, quand tu dis adaptation, ça vous arrive parfois d'improviser sur des expressions ou autres qui pourraient dire quelque chose dans le pays d'origine, mais qui ne vont pas nécessairement parler pour une adaptation française. Ça, encore une fois, c'est des auteurs qui sont donc l'étape au-dessus de nous. Avant nous, je veux dire, nous, quand on arrive, on doit interpréter quelque chose, un travail qui a déjà été fourni en amont. Donc derrière, on ne peut pas forcément réadapter quelque chose. S'il y a des erreurs dans l'écriture parce qu'ils n'ont pas eu le temps ou quoi ou qu'est-ce, nous, on doit un peu se débrouiller avec ça et improviser sur du coréen quand on n'a aucune notion. J'ai envie de demander une dédicace à cette personne. Voilà. Merci Sébastien. Allez, on passe à une question du public. Monsieur qui est juste à côté du micro, vous pouvez laisser votre sac, pas de souci. Allez-y. Comment tu t'appelles? Luigi, c'est ça? Oui. Luigi. Alors, approche-toi du micro, Luigi, s'il te plaît. J'ai une question à tous les comédiens. Quel est le rôle qui vous a plus marqué? Quel est le rôle qui vous a plus marqué? Aimé Et oui, vas-y, continue. C'est tout? Très bien. Luigi, alors, vous pouvez peut-être répondre, si chacun vous avez vraiment une réponse à ça, quel est le rôle qui vous a le plus marqué en tant que comédien dans le doublage, je pense, à mon avis, je précise, donc est-ce qu'il y a vraiment un attachement à certains rôles et autres? Et vous, peut-être? Pour ma part, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, je pense. Je ne sais pas si je suis la seule de vraiment savoir, décider quel rôle vous a le plus marqué vraiment. Mais je pense que vu qu'on met toujours un petit peu de nous-mêmes dans ces rôles et qu'on s'investit, en tout cas, je sais qu'il y a évidemment La Reine des Neiges qui m'a énormément marqué parce que c'était un tournant dans ma vie, dans le sens où moi, comme tout le monde, j'ai rêvé d'être une princesse Disney à un moment donné et j'ai toujours un peu du mal à réaliser que c'est bien ma voix qui est dans ce film merveilleux. Mais il y a aussi des séries ou des projets qui nous marquent plus par l'histoire, par le jeu des acteurs, par aussi la manière dont on va s'investir tous ensemble pour créer quelque chose, où on a peut-être un camarade avec nous, avec qui on a joué des scènes particulièrement difficiles, ou on s'est investi tous ensemble, et je pense que ça aussi, ça peut nous marquer, et notamment quand je parle de ça, je parle de The Last of Us, la série, et effectivement cette série m'a énormément marquée parce qu'elle est tellement humaine et tellement difficile et tellement incroyable, et on a tous mis tellement notre cœur dedans, et quand je parle de notre cœur, c'est y compris l'ingé son, y compris la directrice artistique et tous les comédiens qui sont venus enregistrer, donc c'est les deux projets qui m'ont beaucoup marqué. Doctor Who, je pense quand même, vraiment. Mais j'ai beaucoup aimé aussi faire un personnage qui s'appelait Caputo dans Orange is the New Black. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Mais Doctor Who, je crois vraiment que c'est la rencontre principale jusqu'à maintenant. Moi, je dis toujours que c'est très compliqué d'en choisir un. Je ne peux pas en choisir un seul, c'est trop... Il y en a trop qui m'ont marqué entre le premier gros rôle que j'ai eu, le premier héros badass. Il y en a beaucoup trop pour choisir. Je peux pas en choisir un seul. C'est trop difficile. Là, il faut, d'accord. Non, j'en choisirais 3. Pour ceux qui connaissent, Aido de Vampire Knight parce que c'est mon premier gros rôle de toute ma carrière. Shinra de Fire Force parce que c'est la première fois qu'on me confiait un héros badass très énergique. Et
peut-être un peu moins connu, je sais pas, Wakana Gojo de My Dress Up Darling, parce que c'est... Ah, il y en a qui connaissent. Parce que c'est la première fois que j'avais un rôle aussi riche en émotions, entre les larmes, le rire, le comique, le sérieux, et ça a été assez incroyable à faire. Mais je pourrais jamais différencier les trois. Voilà ma peau comme un drap mouillé. Et je sais pas qui marque qui, si c'est lui qui me marque ou moi qui le marque. C'est vrai que c'est un rôle marquant. Mais c'est vrai que ce que j'aime dans ce métier, je le dis souvent aux gens qui viennent me voir, qui me questionnent, c'est la diversité. C'est le fait de passer de Maman Pig à Connie dans Big Mouth, à Gloria dans Orange is the New Black, etc. C'est le fait d'avoir des rôles tellement différents. Ce qu'on peut difficilement faire au cinéma ou au théâtre. Plus difficilement peut-être. Voilà. Oui, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a la chance de faire beaucoup de choses différentes, beaucoup de rôles différents, et dans des grands films et dans des grands projets. Donc choisir l'un plutôt que l'autre ne veut pas dire grand-chose. Mais donc voilà, moi j'aime bien Meet Joe Black avec Brad Pitt dedans parce qu'il est au sommet de sa beauté, de son art et ce film est une sorte de petit bijou. Donc voilà, j'en donne un comme ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y en a tellement. On va passer à une autre question du public. Alors, je vais passer à la dame. Oui, qui est en blanc là-bas, avec les lunettes. C'est bien toi. Attention à la petite marche, hein, quand même. Pas de te faire une cheville, ce serait dommage. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Isora. Isora. Alors, ta question, je le savais, c'était pour voir si tu suivais. Isora. Très bien. Isora, quelle est ta question, s'il te plaît? Ma question, elle est pour Madame Escoffier. Vous êtes l'interprète de Luffy depuis très longtemps maintenant. Et je me demandais si vous aviez changé votre interprétation d'aujourd'hui par rapport à quand vous avez commencé, par rapport au fait que Luffy ait grandi, ou même vous, si vous avez changé. Voilà. Changer, c'est pas le mot que j'emploierais. J'espère que j'ai évolué avec lui. Il a grandi. Quelque part dans les mangas, les personnages, dites-moi si je me trompe, ils n'ont pas vraiment d'âge. Mais quand même, au début, on le voit déjà, enfin, enfant, il veut être pirate. Ben, alors il parle plus comme ça, forcément, parce qu'il est petit encore. Mais ça, je l'ai finalement assez peu fait. Dès les castings, on m'a demandé un Luffy qui avait 15-16 ans. Et je ne vais pas le faire comme... Enfin, vous la connaissez, la voix. C'est clair qu'il a beau ne pas vieillir énormément, la voix est devenue par moments très affirmée. Presque un homme. D'ailleurs, je me suis dit, s'il continue comme ça, moi je pourrais plus. Il y a un moment. Non, je veux dire, je pense pas. Je pense que la couleur de la voix, déjà, ce qui me rassure, c'est qu'au Japon, c'est donc une japonaise, c'est Mayumi Tanaka, et je suppose qu'ils n'ont pas l'intention de s'en séparer non plus. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Allez, on continue. Il est 15h12 exactituellement. Messieurs, dames, il vous reste 3 minutes pour poser des questions. Soyez brefs, concis, d'accord? Attention, je vais choisir... Non, je vais choisir... Bah, monsieur, là. Ici. Comment tu t'appelles? Olivier. Olivier. Olivier, ta question. Alors, c'est une question pour Stéphane. Je vous avais vu sur la vidéo, du coup, avec Brigitte Lecordier et la doubleuse de Naruto. Qu'est-ce que ça vous a fait? Carole Bayen. Carole Bayen, merci. Qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer d'autres légendes comme vous? Alors, Carole Bayen, on la connaît bien en Belgique. C'est une amie très proche depuis très longtemps. Elle a commencé le doublage avant moi, elle a commencé Naruto avant moi. Brigitte, je la connaissais pas, je la connaissais de nom, comme plein de gens. Et Brigitte a insisté pour essayer de nous réunir, pour nous interroger sur ces 3 rôles cultes que sont, Dragon Ball, Naruto et One Piece. Et la rencontre était merveilleuse. On a un petit peu le trac quand on doit aborder quelque chose d'une manière un peu différente. Et puis en fait, très vite, on s'est amusé, on avait plein de choses à se raconter.
Et on était assez d'accord sur nos trajets en général et sur la manière de les aborder. Et d'ailleurs, c'est pas pour faire de la publicité, mais la semaine prochaine, on se retrouve à la Cosmique toutes les trois pour la première fois en live. Et je me réjouis parce que je pense que ça va être une fête. Il n'y a pas de rivalité, il y a juste de l'amitié, de l'affection, de la compréhension. Bah, je vous remercie, du coup, il y a 2 passes qui vont être prises en plus. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une autre... Bah oui, tout à l'heure, je vous ai fait l'affront, je peux pas. Je suis obligé, là, pour Christopher Lloyd. Pour Christopher Lloyd, là, maintenant, oui, au moins pour nos comédiens. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sophie. Alors moi j'ai traversé les années 90 avec que des voix françaises à la télé, etc. Et je voulais savoir en fait si, pour les films anglo-saxons surtout, parce que je sais que maintenant avec tous les films, tous les animés, etc., il y a beaucoup d'autres voix, mais est-ce que le travail, il y en a moins pour les films anglo-saxons, ou ça reste toujours pareil, ou de doublage, le travail de doublage pour les films anglo-saxons, enfin en anglais? Est-ce que ça reste le même que dans les années 90 où c'était que en français en fait? Non, il y en a toujours autant. En plus, il y a toute une plateforme maintenant qui ont multiplié les productions, donc oui, il y en a beaucoup. Et on a d'autres pays qui sont venus maintenant et diffuser grâce aux plateformes aussi et qu'on découvre souvent avec bonheur des choses très différentes. Et je voulais savoir aussi si vous faisiez des voix dans les publicités, ou c'est que le cinéma, que les animés, ou que... Moi, je fais des pubs aussi, oui. Ouais, voilà. C'était juste parce que moi, j'ai la voix de Julia Roberts qui me vend des choses tout le temps. Donc c'est pour ça que voilà, je reconnais cette voix tout le temps, et pour un magasin je ne citerai pas, mais c'est Julia Roberts qui me vend des produits, quoi, voilà. Ouais, c'est vrai, ça. Quand Bulma me vend un aspirateur, je vais le chercher. C'est comme ça. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. On a le temps pour une dernière, the last one, une dernière question, messieurs, dames. Et vous savez quoi? Je vais laisser Grégory l'aîné choisir la personne. Bien entendu. J'ai mal entendu, Grégory, excusez-moi. Non, mais rien. Ah, merci. J'aurais ta peau. Allez, devant. Vas-y. Ah, c'est dur, Grégory. On fait moi le Mario, là. Je te déteste, je tiens à te le dire. Je sais. Tu dois aller m'acheter ma 4 size en dédouane. J'y vais de suite après. Merci. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Merlin. Toujours Merlin, excuse-moi. Merlin, c'est le même. Merlin. J'avais une question qui concerne tout le monde. Vous dites que vous mettez de vous dans vos rôles quand vous les interprétez en doublage, mais est-ce que certains de vos rôles vous ont marqué et vous ont transformé, en quelque sorte? Non, mais Emilou, elle a peur, elle se dit « Maman, qu'est-ce que tu vas raconter ?» Non, je disais, alors je suis la voix du meilleur pâtissier, bon c'est pas vraiment un rôle, mais ça ne m'a pas transformée en pâtissière pour autant. Bon, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Mais sinon, c'est un peu tendu, ouais, c'est un peu tendu. Non, je rigole. Non, alors un personnage qui m'aurait transformée, j'aurais bien aimé avoir le costume de Lana, qui est quand même assez hallucinant, là. Un cosplay qui, je tiens à la mettre un peu quand même en première ligne, parce qu'elle est quand même incroyable, donc pardon, hein, j'impose un peu un truc, mais c'est quand même assez rare, des cosplays aussi bien faits et une personne aussi magnifique qui incarne Regina, donc je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est un vrai travail, et que j'aurais tellement aimé me transformer en Regina, moi. Ça m'aurait tellement plu dans Once Upon a Time, et c'est magnifique. Voilà, tu vois, bon, voilà, c'est vrai que chez moi, je me suis pas encore déguisée en Regina, mais franchement, j'aurais trop aimé me transformer en sorcière Evil Queen. Vraiment génial. Quelqu'un veut répondre à cette question? Pour ma part, je sais que effectivement, je pense que émotionnellement, parfois, on peut être effectivement emporter avec nous ce qu'on a vécu dans une série ou dans des scènes. Et voilà, on peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît. Viens à côté de moi. Viens à côté de moi.
Je vais quand même... Vas-y, Amy. Oui, pardon. Et c'est vrai que ça peut arriver, parfois on doit jouer des scènes difficiles qui peuvent nous rester. Je sais que sur un film qui était assez intense, qui s'appelle Fair Play, qui est sur Netflix, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, où j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, plus que je ne le pensais. Mais parce que c'est vraiment un huis clos entre d'un couple et il y avait des scènes très difficiles à jouer et j'avais un peu l'impression de m'engueuler avec mon co-acteur pendant une journée entière et c'était intense. Mais je pense que aussi quand c'est des beaux projets, oui, ça peut nous rester. Je sais pas pour vous. Heureusement, en effet, on n'est pas perturbé complètement, mais c'est vrai que comme on vit les choses par procuration d'une certaine façon, il y a des moments où on retient certaines choses. Mais la chose principale, moi, c'est que j'apprends beaucoup en faisant du doublage et en prêtant ma voix à ces grands acteurs en général. J'apprends de ce qu'ils font et ça, c'est un vrai bonheur. Et s'il vous plaît, défendez-nous par rapport à l'IA. Ne rentrez pas dans cette merde, s'il vous plaît. Tout le monde a répondu, alors tu voulais... Non, moi le rôle qui m'a marqué c'est Rick parce que c'est un génie. Parce qu'il est alcoolique. Non, en fait le rôle qui m'a peut-être marqué le plus finalement c'est le premier que j'ai eu. Et c'était pour une sous-série de merde. Et c'était un rôle catastrophique. Et j'étais très mauvais. Mais c'est ce qui m'a permis d'entrer dans le doublage. Et donc finalement, c'est peut-être le rôle qui m'a marqué. En tout cas, enfin, si tu veux, c'est pas le rôle, mais c'est la chance d'entrer dans le doublage. J'en ai un rôle sur une série qui, même si elle était mauvaise, m'a permis d'apprendre la technique sur la longueur, alors que si j'avais été sur un one take, sur un film, tu vois, peut-être que ça aurait été plus compliqué. Et là, ça m'a permis de m'exercer sur un film qui était très mauvais et qui n'était vu par personne. Ça tombait bien, finalement. Voilà. Merci Alain. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Écoutez, alors... Moi j'ai voulu rentrer un jour dans une cabine téléphonique, j'y suis resté ça n'a pas marché. Il s'est rien passé. Donc, okay. Il n'y avait pas un appartement de 400 mètres carrés à l'intérieur, c'est ça? Je suis désolé pour toi, baby. Eh bien écoutez, s'il vous plaît, veuillez déjà applaudir nos comédiens. Je suis donc avec la cosplayeuse qui fait Regina. Comment tu t'appelles? Aria, tu t'attendais pas à venir sur scène là? Non, j'étais pas prête. Personne n'est jamais prêt, d'accord, Aria, en plus, tu vois, regarde, tu as la chance d'avoir Nathalie Holmes avec toi. Tu veux lui dire quelque chose? Merci. Je devais pas porter ce costume en fait aujourd'hui et je l'ai porté parce que je voulais te rencontrer dedans. C'était important pour moi. Voilà. C'est super classe, super classe. Messieurs, dames, je vous propose qu'on fasse une belle photo devant le public qui va venir, qui va s'installer. Tu restes avec nous, Aria. Comme ça, on se fait une petite photo avec toi aussi, tranquille. Et je pense que Nathalie voudra après faire tout le monde te féliciter, tout le monde.